Sunday Night Production. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste où aujourd'hui j'ai une invitée spéciale, auteure d'un livre qui s'appelle « Entraînez-vous comme une femme et non pas comme un homme » aux éditions Thierry Soucard. C'est Émilie Rimbert. Bonjour Émilie. Bonjour Arnaud et merci beaucoup de me recevoir. Ah non, mais je suis très heureux dans la continuité des différents épisodes que l'on a fait avec Camille, pour qui d'ailleurs on a une pensée, car elle attend, peut-être que c'est fait d'ailleurs au moment où cet épisode sera diffusé, elle attend un heureux événement du côté de Chamonix, donc on a une grande pensée pour Camille qui m'accompagne depuis maintenant 3 ans sur la capsule santé. Donc cet épisode concerne, dans la capsule santé, elle concerne la santé, on va en parler, mais merci à toi de nous consacrer du temps pour nous parler justement de la différence homme-femme, que ce soit physiologique et des tas d'autres choses. On va rentrer dans le détail, on va parler du cycle également. Donc c'est vrai qu'on a déjà fait plusieurs épisodes sur ce sujet. Régulièrement avec Camille, c'est au centre de nos discussions. Et je suis très heureux justement de pouvoir t'accueillir aujourd'hui sur le podcast Dans la tête d'un cycliste pour en parler, Émilie. Il n'y avait personne d'autre de mieux placé que toi justement pour parler de ce sujet. Et moi, je vous invite tous, effectivement, je le répéterai probablement à la fin, mais à acheter le livre. Et vous verrez, une fois que vous l'aurez lu, il sera sur votre table de chevet. On y trouve d'ailleurs des témoignages de Marjolaine Pierret, qui a été une des invitées du podcast Ultra Talk, qui confirme mes dires. Donc en tout cas, voilà, je suis ravi. Merci de nous donner du temps pour rentrer dans ces sujets si importants. Et on va rentrer dans l'épisode. Et une des premières questions que j'ai à te poser avant qu'on rentre dans le détail, c'est comment tu as eu l'idée de coucher sur papier ce sujet, Émilie. Qu'est-ce qui t'a donné envie de dire il faut écrire un livre sur justement ces différences? Bon, je vais commencer par parler un petit peu de moi et de mon aventure pour arriver jusqu'ici. Dans une autre vie, je travaillais à Paris dans l'édition. Et pour moi, avoir un cycle, c'était à bannir en fait. Moins je le voyais, moins j'en montrais à l'extérieur et mieux c'était. Je m'entraînais, je faisais déjà du triathlon. Et moi, ce que je voulais, c'était ressembler aux hommes. Je les jalousais vraiment, vraiment. Et je me disais, je veux être comme un homme, je veux qu'il n'y ait rien qui se voit. Et voilà, mon cycle, il était caché par la contraception hormonale et j'avais pas mes règles et j'étais très contente comme ça. Et puis un jour, j'ai eu envie de... Enfin voilà, j'ai été attirée par les montagnes et donc j'ai changé de vie. Et puis j'ai eu du temps pour me poser, pour apprendre aussi que mon corps, il savait faire les choses toute seule. Donc j'ai commencé à me dire, bon, les hormones de synthèse, c'est peut-être pas très bon pour ta santé. Et puis en fait, j'ai toujours été très, très passionnée par les sujets de la contraception, de la fertilité. Et moi, je ne trouvais pas quelque chose qui me convenait, qui soit non invasif, qui soit pas nocif pour mon corps. Et puis un jour, j'ai découvert la symptothermie. La symptothermie, on en parlera peut-être plus tard, c'est une méthode d'observation du cycle. C'est-à-dire que c'est un moyen d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de son cycle, au jour le jour, et de savoir quand on est fertile ou infertile. Et donc au début, j'ai découvert ça pour mon usage personnel. J'ai testé et j'ai découvert vraiment, c'est un nouveau monde qui s'ouvrait à moi. Ça me permettait de me reconnecter à ma féminité. Je me disais, ouais, c'est génial. En fait, je ne suis pas fertile tous les jours de mon cycle, mais seulement à certains moments. Je peux l'utiliser à bon escient. Et j'ai commencé à voir, à lire, à me documenter. J'avais vraiment soif de connaissances sur le sujet, parce que si j'avais 32 ans et je découvrais ça, je me disais, mais c'est complètement fou. On m'a caché quelque chose de magique une bonne partie de ma vie. Et, et en fait, j'étais toute heureuse. Et puis rapidement, j'ai senti que j'avais un peu de colère qui montait. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et c'est vrai que depuis toute petite, je sens qu'il y a quelque chose sur l'histoire des femmes qui m'intéresse, où j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Et je me suis dit, bah voilà, c'est là.
si tu veux apporter quelque chose, il faut faire connaître cette méthode et il faut que tu puisses l'enseigner, le transmettre au plus de femmes possible. Donc, j'ai été en Suisse pour me former. Donc, au départ, ma pratique, elle est vraiment tournée vers la fertilité. Est-ce que je veux un moyen de contraception, un moyen d'éviter une grossesse? Est-ce que je veux, au contraire, je cherche un moyen de faciliter une grossesse? Ou est-ce que j'ai juste envie de voir comment fonctionne mon cycle? Et puis, en fait, au fur et à mesure de mes formations, de mes lectures, moi, je me suis rendu compte que ça avait un impact sur ma pratique sportive. Donc, j'ai commencé, moi, à expérimenter des choses. Je suis triathlète longue distance, donc j'ai commencé à voir qu'est-ce qui se passe si dans telle phase, je m'entraîne plus fort, différemment, si j'ajoute de la mobilité. Ah, tiens, c'est marrant. J'ai l'impression que je suis moins souple qu'il y a une semaine. Des choses que j'ai commencé à consigner. En fait, je consigne tout dans ce qu'on appelle un cyclographe ou cyclogramme. En fait, chaque jour du cycle, on vient noter tout ce qu'on peut noter sur la fertilité, mais aussi l'humeur, la libido, est-ce qu'on a des douleurs annexes, des symptômes, comment je m'entraîne. Moi, j'utilise beaucoup le RPE, savoir comment je me sens à l'effort, le ressenti à l'effort, et aussi les paramètres du bien-être et de l'humeur. Et en parallèle, j'ai découvert les recherches, les travaux de Juliana Antero, qui est chercheuse à l'INSEP et qui a accompagné avec Carole Maître une grosse partie des athlètes, des para-athlètes qui préparaient les JO 2024. Donc sur 2-3 ans, elles ont étudié comment fonctionnait leur cycle, est-ce que ça avait un impact sur leur performance et qu'est-ce qu'elles pouvaient mettre en place pour parer à ces désagréments et faire en sorte que ça devienne des facteurs de performance. Comme elle dit, le cycle, c'est un des paramètres de performance au même titre que la récupération, que le sommeil, que l'alimentation, que la façon dont on s'entraîne. Donc ça m'a fait tilt quand j'ai découvert sa conférence et ça m'a permis d'aller plus loin, de découvrir des études et puis aussi d'aller me former auprès d'elle. Et c'est comme ça que l'idée de ce livre est née? Oui, c'est comme ça l'idée de ce livre est née, c'est que je sentais que je commençais à acquérir un savoir, des compétences, une expérience particulière. Et moi, vraiment, ma vision du cycle, et c'est là où c'était problématique quand on limite le cycle à l'aspect fertilité, pour moi, c'est vraiment le bout de l'entonnoir. On va recevoir que des femmes qui soit ont eu des déboires au niveau de la contraception et qui cherchent une alternative, soit des femmes qui ont des difficultés pour concevoir. Donc, c'est très tourné autour des sujets de la fertilité. Et ça peut être très complexe pour plein de femmes parce qu'on va faire l'amalgame, on va confondre ça avec la sexualité. Alors qu'on ne parle pas du tout de ça, on parle de la santé de la femme. Et je me suis dit, c'est quoi le moyen de remonter à l'entonnoir? Et qu'est-ce qui m'anime moi dans ma vie personnelle? C'est le sport et l'activité physique, j'ai envie de dire. Parce que ce livre, il n'est pas pour bien sûr, il est pour Marjolaine Pierret parce que ça lui est utile, mais c'est aussi pour les sportives amatrices, pour les sportives loisirs, même des femmes. Parce que Marjolaine, championne du monde, longue distance en triathlon, grande championne. Oui, je vois ce que tu veux dire, c'est que ce livre s'adresse à toutes les femmes qui veulent se sentir mieux dans le sport, en fait, mieux dans leur sport, quel que soit le sport, quel que soit le niveau, quelle que soit la performance, juste se sentir bien et être à l'aise dans leur sport. Exactement, et même des femmes qui justement ont envie de reprendre ou de commencer un sport et qui ne savent pas par quel bout tirer et de se dire, tiens, waouh, c'est trop bien, j'ai une nouvelle découverte, je peux faire quelque chose qui me fait plaisir et qui est adapté à... Et c'est là où, quand j'étais en train d'écrire, que j'en parlais autour de moi, c'est là où j'avais l'impression qu'il y avait une vraie demande. Ah, je cherche un moyen de me motiver. Là, tu vas m'aider à me motiver. Non, mais le titre est accrocheur et tout ce qu'on y trouve dedans également, moi, ne serait-ce que la préface, c'est-à-dire les toutes premières pages du livre, j'ai déjà été stupéfait par certains chiffres que tu annonces. 9% des recherches dans le sport englobent les femmes, comprennent exclusivement les femmes, alors que 71% sont exclusivement tournées sur les hommes, 35% des études incluent les femmes, donc c'est vrai que de toutes ces études qui sont faites, on décline des programmes sportifs qui, pour le coup, sont adaptés plus aux hommes qu'aux femmes.
Ce qu'on peut se dire, c'est que une fois que tout ça va se réguler, la marge de progression pour les femmes, elle est juste énorme, très très importante, parce qu'on ne sait pas tout en fait. On ne sait pas tout. Ces analyses sont vraiment pour les hommes et non pas pour les femmes. Donc toi, ton livre apporte une vision vraiment à 360. C'est vraiment sur aussi l'égalité des sexes. Voilà, mais je pense que tout démarre sur... Et tu en as parlé de ton expérience justement à Paris où tu voulais être comme un homme, tu voulais rien laisser paraître. Tout commence déjà par le rapport que l'on a avec les règles, tu vois, avec ce cycle. Et moi, j'ai découvert la symptothermie en lisant ton livre. Je ne connaissais pas. Alors, je suis un homme, ok, mais je ne connaissais pas du tout. Donc voilà, est-ce que tu as déjà donné quelques détails, mais qu'est-ce que tu peux partager aux femmes qui nous écoutent, qui ne connaissent pas, qui font du sport, sur la symptothermie? Donc la symptothermie, c'est une méthode d'observation du cycle, comme je le disais tout à l'heure. Et en fait, si on décompose le mot, sympto, ce sont les symptômes que le corps renvoie et qui va nous être donné à voir. Et thermie, c'est la température. Donc en fait, cette méthode, elle rejoint deux choses que l'on va venir observer, donc des symptômes. Donc voilà, je vais rentrer vraiment dans le vif du sujet. Donc ça va être la glaire cervicale, ça va être aussi les sensations, et puis bien sûr les menstruations. Donc ce sont des biomarqueurs, on va appeler ça des biomarqueurs qu'on peut voir simplement et qu'on va venir interpréter. Et c'est mis en corrélation avec la température. Fabrice Kuhn en parlait dans le podcast que tu as fait vers l'égalité des sexes hommes-femmes. C'est ça, c'était hommes et femmes. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Voilà, est-ce qu'une femme peut battre un homme? Et on a discuté de ça effectivement avec Fabrice et Yvan Zagori sur ce sujet. Donc je vous invite à réécouter l'épisode, hyper intéressant. Moi, ça a cassé beaucoup de codes, beaucoup de choses que je pouvais imaginer. J'ai appris beaucoup de choses, ouais. Ouais, vraiment très, très intéressant, ce podcast. Et justement, il parlait de l'hydratation, de la transpiration, et il disait que les médecins le savent, que la température de la femme, après l'ovulation, elle augmente. Et donc, forcément, température corporelle plus élevée, donc ce qui fait que peut-être des besoins hydriques et une transpiration, qu'il faut adapter tout ça. Mais en tout cas, c'est un signe qu'on peut observer, c'est un signe que le corps envoie et qui ne peut pas mentir, en fait. Et on va venir mettre en lumière ces deux symptômes, parce que la symptothermie, on va l'appeler aussi la méthode des indices combinés. Donc on va venir ouvrir une fenêtre de fertilité et la fermer, parce que, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas fertile sur tout le long du cycle, mais seulement sur une fenêtre. Et on considère pas qu'on est fertile qu'au moment de l'ovulation, mais bien 8 à 10 jours avant et quelques jours après. Et donc, ces indices vont nous permettre de déterminer avec sécurité cette fenêtre. Et pourquoi c'est intéressant pour une sportive? Parce que c'était là ta question. Oui, tout à fait. C'est que ça, c'est hyper important de savoir quand on est fertile ou infertile, mais ça va nous permettre de savoir avec précision dans quelle phase du cycle on est. Parce qu'on a tendance à entendre, à lire que le cycle d'une femme, c'est forcément 28 jours, avec une ovulation au 14e jour, et pourquoi pas des règles qui durent obligatoirement 4 jours. Ça, c'est sur le papier, c'est si nous étions des machines et que nous n'étions pas toutes différentes, avec des rythmes différents, des niveaux de stress différents, des pratiques sportives différentes, une alimentation différente, voilà, tout un tas de choses. Et il faut savoir, alors je dis de mémoire, j'espère que je ne me trompe pas sur ce chiffre, mais que c'est seulement 28% des femmes qui ovulent au 14e jour. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui ovulent au 13e, et il y en a un certain nombre aussi qui vont ovuler au 15, au 16e, il y a des femmes qui vont ovuler au 20e jour. Pour prendre un exemple qui peut parler à celles et ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, moi j'ai un exemple vraiment frappant, c'est pendant le confinement. Donc nous voilà début 2020, on est en 2020, entre mars et juin 2020. C'est ça. Bon, voilà, on nous dit on est confiné pour 2 semaines. Et puis au bout de 2 semaines, on nous dit qu'on est reconfiné pour 2 semaines, etc. Il y avait cette espèce de deadline toutes les 2 semaines un peu.
Et moi, déjà, je vois mes cycles qui commencent à s'allonger. Donc, sur ce cycle-là, je crois que j'ai ovulé au 22e jour. J'ai eu un cycle d'une quarantaine de jours. C'était assez fou. Et pourtant, je bougeais, pourtant, je suis quand même sensibilisée à ça et je voyais ce qui se passait. Mais il y avait au fond de moi, que ce soit conscient ou inconscient, mais voilà, je ne savais pas ce qui allait m'arriver dans 2 semaines et ça me générait un état de stress. Puis bien sûr, tout ce qu'on entendait, c'était comment dire, un environnement, un climat de peur, hein, Ouais, bah, c'est sûr, très clairement. Ouais. d'insécurité. Ah, d'insécurité, c'est le bon mot. Ah, donc ce que tu veux dire, c'est que ce climat d'insécurité a provoqué un tel stress en toi qu'il a complètement perturbé tous tes marqueurs. C'est ça, en fait, on a gardé, il y a des choses en nous qui remontent. En tout cas, le déclenchement de l'ovulation, c'est l'hypophyse, pour faire simple, c'est l'hypophyse, c'est dans l'hypothalamus que ça va se gérer, et c'est très très lié aux stimuli extérieurs. Et cette zone du cerveau, c'est notre cerveau reptilien, donc c'est toutes nos émotions, mais c'est aussi ce qu'on a de plus ancestral. Et avant, on imagine, on est des femmes, des hommes de Cro-Magnon, et en fait, on est dans un état, comment dire, d'urgence, on est en insécurité et il faut que la femme, elle soit bien dans son environnement pour ovuler, pour mettre au monde un enfant. Parce que pour le corps, ovuler, c'est pour mettre au monde un enfant, c'est pour permettre la reproduction de l'espèce. Même si nous, en tant que femmes, c'est pas ce qu'on souhaite dans notre quotidien. En tout cas, le cerveau, lui, c'est ça. Et donc, il fallait qu'on soit bien dans notre environnement pour permettre ça. Et en fait, on a gardé ces codes-là. Et comme on vit beaucoup aussi dans le stress chronique, comme là on parlait du confinement, moi en tout cas pour ma part, mon corps considérait que je n'étais pas dans un espace sécure pour mettre au monde un enfant. Donc il a retardé l'ovulation. Et ce qui est fou, c'est que sur les réseaux sociaux, bah, c'était très complexe d'expliquer ça, mais il y avait beaucoup de femmes qui disaient je comprends pas, j'ai des retards de règles. J'ai des retards de règles, pourtant il y a très peu de chances que je sois enceinte, je comprends pas. Et puis avec tout ce truc de bah, on n'avait pas le droit de sortir, donc elle a acheté des tests de grossesse, ça a multiplié encore le taux de stress. Et qu'en fait, non, c'était simplement les cycles qui s'étaient allongés. Incroyable. Hyper intéressant ce que tu dis, mais ça me fait penser, au moment où on enregistre, on est en pleine période de Jeux olympiques et de Jeux paralympiques. Donc, à l'inverse, je pense aussi à toutes les femmes qui ont cette... Là, on était dans l'insécurité parce qu'effectivement, c'était de 2 semaines en 2 semaines, on devait rester chez nous. Mais je pense à toutes ces sportives, à toutes ces championnes qui, elles, ont un objectif d'une épreuve qui a lieu tel jour, à telle heure, à tel endroit. Ce stress que ça génère aussi, ça veut dire que quand on approche d'une échéance sportive, ça peut aussi avoir un impact. Oui, oui, ça peut avoir un impact. Moi, j'ai déjà entendu, ça parlera sûrement, hein, mais c'est fou, hein, je devais avoir mes règles hier, ça tombait le jour de la compétition et elles sont arrivées que demain, hein, mon corps est bien fait, mon corps c'est aussi parce que le stress généré, il est généré dès le début du cycle. Pour être pour être transparente, moi je participe au championnat du monde Ironman qui ont lieu maintenant là, là, on est le 5, donc dans moins de 20 jours. Et normalement, bon, je ne sais pas au jour près, hein, parce que je ne sais pas quand a lieu exactement mon ovulation, ni combien de temps va durer ma phase lutéale, celle après l'ovulation, ma phase progestative. Parce que c'est vrai que je m'entraîne beaucoup et j'expérimente aussi ce que ça fait de s'entraîner beaucoup sur un long temps, parce que normalement, je devais en faire qu'un Ironman et j'en fais 2 cette année. Et bah, possiblement, je vais avoir mes règles le jour J. Soit je vais les avoir avant, le jour d'avant, soit je les aurai le lendemain. En tout cas, c'est pas un terme, je pense qu'on définira tout à l'heure, ma fenêtre optimale de performance. Et donc, bah, j'avoue que j'y pense beaucoup. Je me dis, ah non, ça va pas le faire si c'est ça. Et en même temps, je me dis, bah écoute, faut que tu expérimentes. Et peut-être que enfin, on va voir ce qui va se passer. Mais j'avoue que ça génère un stress supplémentaire et forcément un stress qui va se répercuter sur mon ovulation. Ouais, c'est vrai qu'il y a des exemples comme ça. Dans ton livre, il y a des exemples de témoignages de grandes championnes sur ça. Donc en fait, si je comprends bien, tu devais faire un Ironman,
tu vas en faire 2 parce que le premier t'a qualifié pour les championnats du monde. C'est ça? Exactement. Ouais. J'ai fait l'Ironman de Nice au mois de juin et j'ai eu l'immense surprise de faire un podium dans ma catégorie d'âge. Et tout emballé, j'ai dit oui. Et ça aura lieu à Nice également cette année, je crois, les championnats du monde, c'est Oui, ça, hein? oui, Ouais. c'est ça. Ça alterne avec les hommes, effectivement. Bah écoute, on va suivre ça, parce qu'au moment où on va diffuser l'épisode, je pense que ça sera quelques jours avant tes championnats du monde. Donc j'invite toutes les auditrices, auditeurs qui nous suivent à aller voir un peu ton parcours, tes résultats. Ça va te mettre un peu plus, un peu plus de pression. On va continuer à dérouler le livre, hein, que j'ai sous les yeux. Moi, il y a une phrase qui m'a marqué, qui sera probablement, hein, le titre de l'épisode, c'est « Les femmes ne sont pas des petits hommes ». Et alors, c'est dans la continuité des études, hein, qui sont quasiment représentatives, en tout cas faites avec des hommes. Et qu'est-ce qu'on peut mettre sous ce titre-là? Tu vois, les femmes ne sont pas des petits hommes. Le livre est axé en tout cas, une première partie est axée vraiment autour de ces différences-là et qu'on est bien très très loin de tout savoir sur la marge de progression des femmes dans le sport. Mais qu'est-ce qu'on peut y mettre dessous? Euh, donc, c'est une phrase donc, qui est traduite de l'anglais. C'est Stacy Smith, qui est une physiologiste américaine, triathlète aussi, et qui a écrit un ouvrage, un ouvrage sur le sujet. Donc, les femmes ne sont pas des petits hommes. Et, et oui, d'ailleurs, je voulais compléter ce que je venais de dire. C'est vrai que c'est bien de prendre ce point de départ, que les femmes ne sont pas des petits hommes. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est d'aller voir dans leur unicité, dans ce que les femmes ont en particulier, que de les comparer aux hommes. Mais c'est vrai que c'est un vrai point de départ, un état des lieux. Tu parlais tout à l'heure des chiffres des études dans le sport. C'est le cas pour les études dans le sport, mais c'est aussi le cas pour la santé ou pour d'autres domaines comme la sécurité, par exemple. Ce qui est fou, c'est que en fait, on va exclure les femmes des études. Pourquoi on va exclure les femmes des études? C'est vrai qu'on part en fait du point de départ que la norme, c'est l'homme, C'est effectivement, ça. ce qui est pas la réalité. Mais c'est vrai il y a beaucoup de laboratoires qui, pour développer des produits, partent de ce constat, que la référence, c'est l'homme. Et donc, moi, ce que j'ai appris dans ton livre, c'est que notamment pour les vaccins contre la grippe, Mm. tu en parles, il faut... alors, Une attends, demi-dose. demi-dose voilà, c'est ça, un niveau de dose et demi-dose, c'est-à-dire la réaction pour la même dose, en tout cas, n'est pas du tout la même chez l'homme et la femme. Ouais. Parce que les femmes ne sont pas des petits hommes. Et ce qui est fou, c'est qu'on exclut les femmes des recherches parce qu'elles ont un cycle. Parce que le cycle féminin va créer un bruit blanc. Parce que les femmes peuvent être sous contraception, parce qu'elles peuvent être dans la phase lutéale, la phase oestrogénique, parce qu'elles peuvent être enceintes, parce qu'elles peuvent être en ménopause. Et, et le cycle, voilà, c'est pour ça qu'on les exclut. Et ce cycle-là, ces variations hormonales, ben, elles n'ont pas un impact seulement sur la fertilité, elles ont un impact sur tout le corps, sur toute la machinerie. Que ça soit, vous en parliez dans l'épisode mytho réalité, bah, de l'extérieur déjà, j'aime bien dire la carrosserie, on est déjà différente. Oui, effectivement, on est plus petite, mais c'est pas que C'est ça, vrai qu'il y a hein. des différences physiologiques, hein, on peut en parler. Les différences physiologiques impactent la performance et là, il y a des évidences, quoi. Enfin, au niveau des différences physiologiques, les hormones, la taille, la composition corporelle, enfin, il y a plein de choses sur lesquelles on peut passer, hein. Ouais, et ça impacte, effectivement, ça va impacter la performance. Oui, après, voilà, il y a le cœur qui est plus gros chez les hommes, les poumons, tout ça, la façon dont est répartie euh, le muscle, la femme va avoir plus de muscles dans les jambes et plus de graisse viscérale dans le haut du corps. Bah oui, elle a une poitrine, bah oui, il y a toute une partie qui va stocker les oestrogènes et qui permettra, si la femme met au monde un enfant et est enceinte, de gérer cette grossesse. C'est fait, en fait, tout est fait pour quelque chose. C'est pas pour faire joli, ça a un sens. Donc la femme peut porter la vie. Donc, et c'est pour ça qu'il y a toutes ces différences, en fait. Exactement. Ouais, exactement. Et au-delà de ça, vous en parliez aussi, ça a un impact sur la façon dont la femme peut se blesser.
tout ce qui se passe entre le bassin, le genou, ça peut créer des blessures au genou. Mais, euh, mais aussi, il y a les variations hormonales qui vont venir par moment, qui vont venir travailler, en plus de ça, en plus de cette morphologie, qui vont venir rendre des zones euh, plus laxes, des tendons plus laxes, et donc du coup provoquer plus de risques de blessures. Il y a aussi, on voit, il y a certaines études qui montrent que pendant les règles, qu'il peut y avoir plus de blessures au niveau des ischio-jambiers, donc à l'arrière aussi. Alors, tout ça est très intéressant. C'est vrai que tu en parles dans ton livre. On en avait parlé également dans le podcast, ces fameux 10%. Hein. Yvan Zagori, qui est à l'INSEP depuis plusieurs années, nous avait dit moi j'ai beau faire des études depuis des années et des années entre les meilleurs hommes et les meilleures femmes, parce qu'il faut, attention, hein, je précise, on avait expliqué dans l'épisode, est-ce qu'une femme peut battre un homme? Oui, les femmes peuvent battre les hommes, il n'y a pas de sujet là-dessus. Qu'on ne vienne pas me reprocher de dire ça, non, les femmes peuvent battre les hommes, c'est pas du tout ça le sujet. Mais c'est à niveau égal de performance, c'est-à-dire tu prends un top athlète sur un parcours identique, dans des conditions identiques, Yvan expliquait que non, il y aura toujours cet écart de 10% de performance, de puissance, enfin lui en tout cas il expliquait que 10% on en retrouvait partout, entre un homme et une femme, mais là aussi, moi, ma spécificité, ma pratique, ma discipline, c'est le cyclisme. On le voit bien sur le Tour de France femme qui est revenu depuis quelques années. Et au début, moi, cette année, j'ai trouvé, au début, on comparait beaucoup les filles avec les hommes en disant chez les hommes, c'est pas comme ça, ou les femmes, c'est différent. Non, en fait, c'est une épreuve féminine, en fait, là, ça s'arrête là. Tu vois, il n'y a pas de comparaison à avoir sur la moyenne, sur la puissance, sur les chutes. Voilà, ça tombe autant chez les hommes que chez les femmes. Après, c'est des faits de course. Et on comparait beaucoup, les journalistes comparaient beaucoup, et beaucoup moins maintenant. Donc ça va. Ça va dans le bon sens. Mais effectivement, ces 10%, tu en parles. Il y a aussi la composition corporelle. Alors, tu l'as dit, hein, les femmes sont faites pour accueillir la vie, donner la vie, ce que le corps d'un homme n'est pas fait de la même manière. Donc, il y a aussi cet impact-là. Tu rentres vraiment aussi dans les détails avec des pourcentages, notamment les pourcentages. Tu parles des variations des pourcentages de poids, tu parles de la masse musculaire, la différence entre les hommes et les femmes. Donc, tous ces chapitres sont extrêmement bien détaillé. Nous, tu sais, moi je suis également organisateur de plusieurs épreuves d'ultra-distance, et on avait fait un groupe de travail qui était représentatif homme-femme sur le sommeil. Sur la gestion du sommeil, comment une femme gérait comment le sportif gère le sommeil dans le cyclisme ultra-distance. Et on s'était rendu compte que les femmes avaient beaucoup plus les conclusions du spécialiste, qui est Rémi Urdiel, avec qui on travaille depuis 3 ans, c'était qu'une femme se respecte plus vis-à-vis du sommeil, a une relation beaucoup moins conflictuelle avec son corps, et saura prendre la bonne décision plus tôt qu'un homme qui, lui, va plus aller au crash. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'un homme, lui, il va faire un peu le bourrin, c'est-à-dire qu'il va aller jusqu'au bout, je suis fatigué, mais c'est pas grave, il faut continuer. Une femme va plus être dans le respect de son corps vis-à-vis du sommeil. Donc ça, je trouvais on en parlera peut-être dans le fait que les femmes sont très performantes dans la longue distance, parce qu'aussi peut-être qu'elles activent une filière, la filière lipidique, différemment des hommes. Mais ça, j'avais trouvé cette étude effectivement très très importante. Peut-être une différence dans l'approche, dans la psychologie. Peut-être que tu pourras nous le dire, mais il y a aussi un chapitre qui est très intéressant, et qui m'a fait penser au mouvement qu'a lancé Karine Franière, qui est Reaching Summit en Suisse, qui est « Vous êtes plus forte que vous le pensez ». Est-ce que tu reçois souvent des messages, toi, Émilie, de remerciements probablement, mais est-ce que tu penses qu'il y a encore cette barrière psychologique? Énorme, énorme. Ouais, je reçois déjà énormément de témoignages, de remerciements de la part de femmes qui disent que voilà ce que je peux proposer, ou le témoignage, ça les éclaire beaucoup et ça leur donne une nouvelle force. Et moi, j'en suis convaincue. Après, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, et j'avais envie d'aborder aussi. On parle beaucoup de la différence, les 10% de performance. Une femme ne sera jamais plus forte, aussi forte qu'un homme. Mais on oublie aussi des disciplines où la femme, elle peut rivaliser. Parce que justement, Très clairement, ça, je suis entièrement d'accord avec toi.
voire même être beaucoup plus performant. Exactement, exactement. Et ça rejoint ce que tu me dis, parce que je pense que ce sont aussi des variables. C'est que justement, on va dire, j'ai pas envie de dire ces inconvénients, j'ai rien envie d'être négative, mais c'est ces spécificités, elles deviennent des atouts. Euh, Elles deviennent des atouts. On a donc un tronc plus petit, des jambes plus longues que les hommes, c'est ça. Et, et l'inclinaison du bassin font qu'on a un centre de gravité différent. Ouais, je pensais, quand tu m'as avancé ces premières explications, j'ai pensé à l'équilibre, effectivement. Oui. Ouais. Donc, bah, il y a des disciplines. Je pense bien sûr à la gymnastique, mais je pense aussi à l'escalade. On voit l'escalade. Moi, mon compagnon fait beaucoup d'escalade. Ça m'arrive d'être en bas des falaises et de voir des hommes, des femmes et des hommes s'élancer dans les mêmes voies. Il y a très peu de différence dans le haut niveau entre les hommes et les femmes en escalade. Parce que ça fait appel aussi à la technicité, à la mémorisation, bien sûr la force rentre en jeu, mais aussi la souplesse. Les femmes ont plus de facilité à être souples que les hommes. Voilà, c'est pas des disciplines moindres en fait. Quand on a tendance à résumer la performance à la puissance, à la vitesse, il y a d'autres Ouais. sports, bien sûr, il y a l'équitation, il y a tous les sports nautiques, les sports de tir. Voilà, on a vu beaucoup de choses avec les JO et encore en para sur le tir au pistolet, sur le tir à l'arc, etc. C'est hyper intéressant. Et en natation aussi, bah, justement, cette masse graisseuse, les femmes ont justement, par leurs taux hormonaux et par le fait qu'elles peuvent porter la vie, eh bien, un taux de masse graisseuse plus importante que les hommes versus le muscle. Et ce taux de masse graisseuse, vous en parliez aussi, il est hyper important et primordial pour maintenir un fonctionnement hormonal optimal. Donc une femme, si elle descend au-dessous d'un certain pourcentage de masse graisseuse, eh ben, son cycle ne va plus fonctionner et ça va avoir des répercussions sur sa santé. Exact, ça on va en parler. Ouais, je voulais en parler dans le chapitre suivant. Tu as entièrement raison d'aborder le sujet, mais juste avant, on parlait justement des disciplines dans lesquelles les femmes peuvent être plus performantes que les hommes, en fonction justement, grâce, oui, à leur morphologie, mais il y a aussi des disciplines où elles sont peu nombreuses, peuvent être en compétition, hommes et femmes. Je pense à l'équitation notamment, et là, il n'y a pas de différence en fait. Si je ne dis pas de bêtises, au JO, c'est une des seules épreuves mixtes. Et la seule discipline, effectivement, ouais. Oui, et puis moi, en fait, je parlais de la masse graisseuse parce que je voulais en venir à la natation, au sport nautique. En tant que triathlète, moi, je vois que pour certains hommes, ça va être compliqué de trouver le centre de gravité, l'équilibre et puis la flottaison parce que les corps sont différents. Je dis pas que je généralise pas tous les hommes, on est tous différents. Non, mais le muscle est plus lourd, en fait, c'est ça que tu veux dire. Voilà. Je pense que la finalité, c'est ça. Ouais. Et le centre de gravité est différent et, et elles vont venir s'aligner aussi sur des épreuves d'ultra-natation. Il y a plus de femmes que d'hommes, en tout cas de belles histoires. Et il y a bien sûr cette masse graisseuse et ses capacités physiques, mais aussi ses capacités mentales. Aussi, on le voit. Ah bah c'est sûr, moi là-dessus, j'en ai déjà souvent parlé, mais dans la longue distance et dans le cyclisme, les femmes sont beaucoup plus résilientes que les hommes. Hein. Il y a beaucoup moins d'abandon, proportionnellement chez les femmes, parce qu'elles ont cette capacité à prendre plus de recul. Mais ça, c'est purement mon avis. Hein. C'est par de l'observation. Je pense qu'une femme a une capacité de prise de recul beaucoup plus rapide qu'un homme. C'est-à-dire qu'une femme ne va pas attendre d'être au fond du seau pour se poser des questions sur la situation dans laquelle elle est. Va l'anticiper bien en amont, alors qu'un homme va attendre d'être complètement HS au bord de la route pour faire un état des lieux. Et là, on va rentrer dans un mécanisme qui est très dur pour nos organisateurs à contrer, c'est j'abandonne parce que je suis fatigué. Alors qu'il suffirait de se reposer 4-5 heures, voire même plus, pour repartir et finir son défi. Et là, ce cercle vicieux est très difficile à casser. Ça, on l'a pas avec une femme. Ou alors, c'est rare qu'une femme nous appelle pour nous dire « j'arrête parce que je suis fatigué ».
Non, c'est vraiment la femme a cette capacité d'anticiper, d'avoir beaucoup plus de réflexion autour de l'état dans lequel elle est. Oui, et c'est un sujet sur, sur lequel j'ai échangé avec Guillaume Millet, qui est chercheur à l'Université de Saint-Étienne et qui a fait de nombreuses études de recherche sur le sport, l'ultra-endurance et voilà pourquoi les écarts, en fait, les écarts de performance en ultra-endurance, elles passent de 10%, elles passent à 7%. Et du coup, lui, ça l'a vraiment intéressé. Il fait beaucoup, beaucoup de recherches, et notamment voilà, sur comment récupèrent les hommes et les femmes après des efforts longs. Et en fait, on se rend compte que les femmes, au niveau musculaire, enfin sur plein de sujets, elles récupèrent beaucoup plus vite que les hommes. Alors, encore une fois, son étude, elle ne prend pas en compte, mais je pense que ça va venir dans quelle phase du cycle les femmes étaient, hein, parce que nous, on va avoir des capacités de récupération plus importantes quand on est dans la première moitié du cycle, quand on a les œstrogènes, qu'en phase progestative avec la progestérone. Et donc, on discutait de tout ça, de toutes les différences, donc comme tu l'évoquais, de capacité à oxyder les lipides, enfin, il y a plein de choses. On a une foulée qui est différente. J'en parle dans le livre, il y a un schéma qui récapitule tout. Et on parlait aussi de stratégie de course. Et en fait, ça rejoint vraiment ce que tu dis. Et à lire le témoignage de certaines athlètes, il y en a, je ne sais plus son nom, elle témoigne, elle dit, en fait, ça m'arrive au début des courses que les hommes me disent, mais pourquoi tu pars si doucement? Et elle leur répond, mais enfin, pourquoi tu pars si vite? Parce qu'à la fin, en fait, petit à petit, elle les rattrape tous. Et les femmes vont avoir des capacités, des stratégies de course qui vont être très linéaires, alors que les hommes, comme tu dis, vont partir peut-être trop vite et du coup finir plus doucement, voire s'arrêter totalement parce qu'ils sont fatigués. Et en parlant avec Guillaume Millet, il me disait, en fait, c'est pas des stratégies de course voulues, c'est sûrement en fait une adaptation au métabolisme. Les hommes, bah, ils ont plus de capacité à être puissants, à faire de la vitesse, et nous, on est plus capables de faire de l'endurance. Aussi, on l'a pas évoqué, mais nos compositions musculaires sont différentes au niveau des fibres. On va voir les femmes sans entraînement, bien sûr, parce que ce sont des choses qui se travaillent, mais plus grande surface de fibres musculaires pour l'endurance, alors que les hommes vont avoir plus pour la puissance et la vitesse très courte. Et c'est une Plus adaptation à explosif, notre ouais, plus explosif chez morphologie l'homme. et à nos taux aussi à nos taux d'hormones. La testostérone, ça a été prouvé, démontré que c'est l'hormone aussi qui rend plus combatif, peut-être un peu plus agressif. Mais tu en parles dans ton livre, tu parles des 3 hormones stars de la performance. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Donc, alors, les 3 hormones phares de la performance, donc, ce sont les hormones sexuelles qu'on va sécréter tout au long du cycle. Donc, je vais faire très schématiquement. On va diviser le cycle en 2 parties. Donc, on va dire des menstruations jusqu'au moment de l'ovulation. On va avoir une dominante œstrogénique, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup, beaucoup d'œstrogènes. Ils sont plusieurs, c'est un groupe d'hormones qui vont nous permettre de mettre en place tout ce qu'il faut pour l'ovulation. Et donc, dans cette partie du cycle, ce sont, voilà, je viens de le dire, les œstrogènes qui dominent. Alors moi, je les appelle les œstropunch. Elles vont nous permettre de prendre plus facilement du muscle. Donc, il y a toute une modification cellulaire. J'aime bien dire qu'à l'approche de l'ovulation, ces œstrogènes, elles ont envahi tout notre corps, modifier la texture de notre peau, la structure de nos cheveux, notre structure musculaire. Elles ont un impact vraiment sur tout le corps. Mais pas que, en fait. Elles vont avoir aussi un impact sur notre bien-être, notre bonne humeur. J'aime bien utiliser l'image d'une petite hulquette qui est prête à déplacer des montagnes. Je sais pas si ça parlera, mais on imagine, on a une to-do list, énorme à faire. Et c'est dans ces moments-là où on a beaucoup d'œstrogènes, où à la fin de la journée, on se dit, oh, waouh, j'ai tout fait. Alors qu'à la fin du cycle, on a plus de difficultés à passer d'un sujet à un autre. Et là, ouais, on a une capacité même adaptative dans le travail. Bon, des fois, je me dis, je suis passée d'une réunion, je me suis déplacée, une intervention, j'ai fait ci, ça. Je me dis, ça aurait été un autre moment de mon cycle, ça aurait été plus compliqué. J'aurais été moins adaptative. Donc,
C'est un peu comme la potion magique de Panoramix. C'est notre petit dopant naturel. Les oestrogènes, ouais. Il y a les oestrogènes, il y a aussi la progestérone. Et oui, sur la seconde moitié du cycle, c'est la progestérone qui prend le relais. La progestérone, comme son nom l'indique, c'est pro pour gestérone, gestation. C'est l'hormone pour la gestation. C'est l'hormone qui prépare à une éventuelle grossesse. Il faut avoir en tête que chaque femme, peu importe qu'elle ait été fécondée ou pas, parce que le corps, pour l'instant, il n'a pas le temps d'attendre, il le verra un peu plus tard, mais il y a toujours un cycle, un mini-cycle de grossesse qui se met enceinte. C'est comme si le nid, il se construisait déjà. Et donc, bien sûr, cette hormone, elle va nous permettre de commencer à constituer ce nid, c'est-à-dire que notre utérus, eh ben, il va se charger en cellules qu'on éliminera ensuite dans les menstruations, mais ça va avoir un impact aussi, au contraire, sur notre structure musculaire. Il y a une femme qui est professeure de yoga du cycle, qui pratiquait la symptothermie. Elle me dit, bon, maintenant, bon, voilà, elle est dans un passage de sa vie où elle a plus besoin de la symptothermie, mais elle me dit, avant, je savais exactement quand j'ovulais, même sans aller regarder ses biomarqueurs, parce que du jour au lendemain, je perdais toute ma souplesse. Elle est prof de yoga, donc elle sait exactement de quoi elle parle. Et c'est vrai que eh bien, la structure musculaire change totalement. On va moins facilement prendre de muscles, on va être sur un métabolisme différent. Quand on est en phase progestative, alors je vous ai dit tout à l'heure, je t'ai dit tout à l'heure, la température corporelle, elle monte. Et puis pour mettre en place tout ce nid, on dépense énormément d'énergie. Et il a été prouvé que la femme dépensait environ 200 calories en plus dans cette phase progestative. Donc on dépense plus, on va sûrement avoir des besoins, des envies, un appétit différent. Et c'est une hormone qui est très très proche du GABA. C'est une hormone qui est apaisante, qui va nous poser si tout va bien. Et on a besoin d'être posé pour pouvoir bien la sécréter aussi. Donc, au contraire de dire après l'ovulation, ça ne sert à rien de s'entraîner, comme on peut entendre dans les réseaux, non, on va justement pouvoir aller travailler des efforts plus d'endurance. On va avoir une capacité, des efforts à basse intensité, on va avoir une capacité lipidique plus intéressante. Et comme on va être plus cool, plus tranquille, moins dans tous les sens, plus concentré sur une tâche, on peut travailler tout ce qui est lié à la concentration et à toute la technicité. Par exemple, sur le vélo, d'aller travailler en technique de pédalage ou en placement sur le vélo. Il y a plein de choses à faire. Il n'y a rien qui est acheté. Faire de la pliométrie. Ce qui est à l'opposé de l'hormone qui arrive, qui est ce que tu appelles la testophyte, c'est ça? Testophyte. Mais la progestérone, je l'appelle la progestocool. Et la testophyte. La testophyte, c'est la testostérone. On en a un petit peu, on a de la chance. On en a quand même un peu cette hormone dominante androgène masculine. On a un petit peu de cette hormone. On va l'avoir au moment de l'ovulation. Et c'est assez intéressant de savoir que certaines femmes peuvent en avoir au moment de leurs règles. Et c'est pour ça qu'on est toutes différentes et qu'il n'y a pas de règles universelles. Mais il y a certaines femmes, pendant leurs règles, elles vont avoir besoin d'être cool, d'aller marcher, de faire des étirements. Il y en a d'autres qui vont avoir envie de faire des efforts à moyenne intensité pour libérer des endorphines, pour calmer les douleurs. Et il y a d'autres femmes qui vont être à fond, qui vont réaliser leur record, des grosses performances, parce que justement, elles vont libérer, elles vont sécréter de la testostérone. On a toutes vraiment des profils différents en testostérone. Ça peut vraiment varier. Et un moyen simple de savoir, c'est très lié à la libido. Donc, si vous avez de la libido au moment de vos règles, c'est intéressant de regarder comment vous pouvez vous entraîner, comment vous vous sentez. Ouais. C'est vrai que la production de cette hormone, c'est 10 à 15 fois moins que chez les hommes. Hein. C'est ce que tu écris dans le livre. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et il y a certaines pathologies, comme le syndrome des ovaires polykystiques, le SOPK, où les femmes vont justement avoir un peu trop de ces hormones, un petit peu trop de ces hormones androgènes et avoir des caractéristiques physiques un peu plus. Les hommes vont peut-être avoir un peu de pilosité plus forte. Il y a d'autres indices aussi.
Et si on passe sur le chapitre santé, parce que là tu nous as donné plein de détails hyper intéressants. Et je précise que cet épisode ne s'adresse pas qu'aux femmes, hein. Je pense que je le mettrai dans l'explication de mon épisode, mais je trouve que c'est très intéressant pour les hommes également de prendre conscience de tout ça. C'est l'aspect santé. Et tu l'écris très bien dans ton livre, tu expliques que c'est aussi un indicateur de bonne santé d'avoir un cycle parfait, quoi, tu vois, correct, complet. Et on en a déjà parlé avec Camille également sur certains des épisodes, mais on voit, on parle de sport féminin, de performance, et malheureusement parfois, ça peut avoir un impact négatif sur la santé des femmes. Oui, tout à fait. Et alors justement, comment les femmes qui nous écoutent, celles qui n'ont pas encore, qui comprennent pas vraiment leur cycle, quels conseils tu peux leur donner pour bien comprendre leur cycle, pour justement pouvoir adapter plein de choses derrière? Tu nous as parlé d'une application tout à l'heure pour justement bien comprendre dans quelle phase on était. Quels conseils tu peux donner à toutes les femmes qui nous écoutent, comment elles peuvent apprendre et comprendre leur cycle et quel impact ça a sur leur état de santé? Oui, ça c'est un vrai constat, c'est que aujourd'hui l'aspect du cycle, il est vraiment limité à l'aspect fertilité. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'une femme, si elle n'a pas envie de tomber enceinte, de mener une grossesse, son cycle, il ne sert à rien d'autre. On va pouvoir le mettre en sommeil. En vérité, le cycle, il n'est pas fait que pour ça. Le cycle, en tout cas, les sécrétions hormonales dont on vient de parler, des oestrogènes et de la progestérone, ils sont là pour maintenir la femme en bonne santé. Vous en parliez avec Fabrice Kuhn. En fait, les oestrogènes et la progestérone vont avoir des effets antagonistes. Pour faire simple, donc, je l'ai dit très rapidement pour les muscles, mais en fait, toutes les cellules sont capables de recevoir ces hormones. Et donc, que ce soit au niveau de la santé cardiovasculaire, que ce soit le développement du cerveau, que ce soit la densité osseuse, tout le corps, en fait, est capable de recevoir. Et donc, elles vont agir comment? Les oestrogènes vont permettre aux cellules de proliférer et de se développer. Et la progestérone va leur permettre de maturer. C'est ce qui se passe vraiment même au niveau de l'utérus. On voit pendant la première moitié du cycle, une fois que les menstruations sont passées, de ce moment-là jusqu'à l'ovulation, la muqueuse utérine va reprendre sa place, va grandir. Une fois que l'ovulation sera passée et que ce sera la progestérone qui prendra le relais, elle va se densifier, elle va se charger pour pouvoir accueillir potentiellement un embryon. Donc, elles travaillent ensemble. Et ce qui fait que si la femme va manquer de progestérone, parce que c'est vraiment la dominante aujourd'hui dans nos sociétés modernes, les cellules vont se développer et ne vont jamais maturer. Donc, on voit que ça peut créer un certain nombre de maladies. Et si je peux aller un peu plus loin, quand on prend une contraception hormonale, on entend dire à tort qu'on va sécréter toujours des oestrogènes et de la progestérone. Ce n'est pas le cas, sinon l'ovulation aurait lieu. Ce sont des hormones de synthèse qui ne vont pas du tout avoir les mêmes effets sur le corps et qui vont, en plus de ça, créer des déficits en micronutriments, etc. Donc, tout ça pour dire que le cycle, c'est vraiment important pour la femme, pour capitaliser sur sa santé et jusqu'à la périménopause et la ménopause. Une femme qui a des cycles en bonne santé, ça va lui permettre de passer une bonne ménopause tranquille et que tout fonctionne très bien et que ce ne soit pas un passage compliqué. Je partage l'avis de dire que le cycle, c'est un facteur de bonne santé à surveiller, au même titre que quand on va prendre notre tension ou tout un autre facteur d'autres facteurs qu'on a l'habitude de contrôler quand on va chez le médecin. Donc c'est un facteur de bonne santé, hein, tu as entièrement raison, d'autant plus quand on fait du sport, on peut en tirer profit avec les différentes phases que tu as décrites, mais moi il y a un symptôme dont certaines femmes me partagent, alors certaines en direct, j'allais dire, tu comprendras après, mais me le partagent en direct dans l'épisode et m'en parlent. Je pense notamment à Marjolaine Pierret, qui nous avait expliqué qu'elle avait souffert de symptômes pendant de nombreuses années, mais aussi des femmes qui me le disent en off, c'est-à-dire qui me partagent qu'elles en souffrent
en dehors du micro ouvert, en fait, qu'elle aménorrhée. Voilà. Et Marjolaine m'explique très très bien dans l'épisode que ça a été un vrai problème pour elle, que ça a forcément, avec toutes les blessures et toutes les fractures qu'elle a eues il y a encore quelques semaines, quelques mois, forcément un impact sur sa santé. Et je disais à Marjolaine quand j'ai enregistré, mais en fait, quand j'observais son profil, puisque je suis abonné sur son compte Instagram, et que je voyais son corps se transformer, je n'étais pas surpris qu'elle me partage ça. Enfin, je me doutais qu'il y avait quelque chose... je ne suis pas dans ces petits papiers, mais je me doutais qu'elle était en aménorrhée. Il suffisait de regarder l'état de maigreur dans lequel elle était, l'intensité avec laquelle elle les pratiquait. J'étais pas surpris, mais elle m'expliquait ça. Et dans le sport de haut niveau, est-ce que... Moi, la question que je pose, et là, je la pose vraiment en toute transparence, est-ce que c'est... Alors, c'est un jeu de mots, mais est-ce que c'est la règle ? C'est-à-dire que est-ce que c'est un passage obligé quand tu es dans le sport de haut niveau d'être en aménorrhée, en fait. Voilà, ça m'interpelle vraiment. J'ai encore regardé le Tour de France des femmes. Ben, je me pose la question. Est-ce que toutes ces filles qui font du vélo ont un cycle, comme tu l'as dit, naturel, qui fonctionne correctement, ou est-ce qu'elles sont toutes en aménorrhée ? Et auquel cas, ben, c'est pas un signe de bonne santé, tu vois ? C'est la question que je me suis posée aussi et que je me suis posée aussi en regardant les JO cet été. Et bon, je ne suis pas une petite souris, je ne suis pas dans le secret des dieux pour savoir ce qui est dit vraiment et ce qui est vraiment de l'ordre de l'inconscient. Tu l'as déjà évoqué dans l'autre podcast sur tous les sports à catégorie de poids où le rapport poids-puissance est vraiment hyper important, même chez les hommes. Hein. Bien sûr, oui, bien sûr. Et c'est vrai que chez la femme, ce qui est différent des hommes, si la femme ne prend pas une contraception hormonale, parce que si elle prend une contraception hormonale, elle aura des saignements intermenstruels, des saignements de privation, c'est-à-dire que ce ne sont pas des vraies règles, mais ce sont des saignements induits par la privation d'hormones de la pilule. Donc ça va cacher, ça va venir cacher ça, mais c'est vrai que nous avons cette chance dans la malchance, d'avoir ces règles qui sont visibles quand on ne connaît pas suffisamment son cycle pour voir est-ce qu'on a des sécrétions de glaire cervicale, est-ce que ma température monte. Là, ça nous renseigne vraiment sur la qualité de notre ovulation et la composition de nos cycles. Donc, dès qu'une femme est en aménorrhée, elle ne va plus sécréter d'hormones. En fait, elle n'aura plus d'ovulation, donc elle n'aura plus de cycle. Et oui, il y a un super documentaire qui s'appelle Light, qui est un documentaire sur l'escalade, mais on voit qu'il y a de plus en plus de sportifs qui vont prendre la parole dessus. J'ai quelques témoignages dans mon livre, que ce soit vraiment explicite ou implicite, on va encourager le fait de ne pas avoir de règles, ou de dire en tout cas, les athlètes de haut niveau qui commencent jeunes, elles ont vraiment ce qu'on va appeler des aménorrhées primaires. Les aménorrhées primaires, c'est quand on a nos premières règles vraiment très, très tard. Il y a aussi des témoignages dans mon livre, c'est aussi un petit documentaire YouTube sur des athlètes de haut niveau, à quel âge elles ont eu leurs premières règles. On parle de 16 ans à 21 ans. Donc, ce sont aussi un développement des caractères sexuels secondaires qui sont vraiment hyper tardifs. Et l'aménorrhée secondaire, c'est quand on a déjà eu ses règles. Par exemple, on a eu ses règles de 14 à 25 ans, et puis à 25 ans, on se met à faire beaucoup de sport, et puis là, d'un seul coup, on n'a plus nos règles. C'est pas directement lié au fait de faire plus de sport, c'est qu'on va avoir un déficit énergétique, qu'on va dépenser trop, pour faire simple, de calories versus ce qu'on va faire rentrer. Je pense aussi à Manon Genet. Ouais. Manon Genet, avec qui j'ai fait 2 épisodes extraordinaires et qui, je me souviens parfaitement, il y a à peu près 1 an, j'échange avec elle. Pareil, on était resté en contact entre tous ces épisodes parce que je suis forcément son actualité. Et là aussi, je lui ai dit, je voyais son corps se transformer. Je veux dire, il ne faut pas être tombé de je ne sais pas d'où, mais il suffit de suivre. Visuellement, je voyais son corps se transformer à Manon. Et quand on contacte, elle me dit, écoute, je lui propose, je dis, est-ce qu'on ferait un 2e épisode ensemble ? Ça fait 3 ans, peut-être il y a des choses qui se sont passées pour toi. Elle me dit, écoute, j'ai vraiment envie, Arnaud, sur ton épisode, sur ton podcast, de partager vraiment ce que j'ai vécu.
et comment je l'ai vécu et pourquoi j'ai vraiment envie de le partager. Et donc, elle explique son parcours et l'enfer, quelque part, qu'elle a vécu. Et je vous invite à aller l'écouter, l'épisode avec Manon Jaunet, qui est sorti il y a à peu près qui est sorti en septembre l'année passée. Et là aussi, ça a été très difficile pour elle. Et il a fallu qu'elle touche le fond pour prendre conscience de tout ce qu'elle avait infligé à son corps. Et aujourd'hui, et là aussi, les planètes se sont alignées. Elle est devenue maman. Elle a eu des jumeaux. Enfin, changement de vie juste incroyable, quoi. Mais c'est aussi, Manon est aussi un exemple de tout ce dont on parle. Et si je peux compléter, l'aménorrhée ne touche pas uniquement les sportifs de haut niveau. Ah non, hein. Je suis d'accord avec toi. Ouais, voilà, c'est important de le dire. Moi, j'ai des copines voilà, qui font aussi du triathlon longue distance, qui m'ont confié que leur cycle avait été un petit peu, après les épreuves, chamboulé. Et il y a aussi, attention, on a tendance à croire que ça... En tout cas, quand on parle d'aménorrhée, on n'a pas encore dit le mot, on parle aussi de RED-S, de Exact. RED syndrome, C'est souvent lié. Hein. Enfin, souvent très lié. c'est souvent très lié. Et il y a certaines femmes qui vont aussi souffrir de ce RED-S, de cette aménorrhée, mais qui ne sont pas forcément en sous-poids, qui justement vont peiner à perdre du poids, donc vont commencer à manger de moins en moins, leur métabolisme va se freiner et l'activité, comme l'activité hormonale, tout ce qui se passe au niveau de l'hypophyse, c'est lié aussi à comment la femme elle se sent, va dire, oh là, il y a un problème qui se passe, ça ne s'alimente pas assez, donc je ne vais pas déclencher l'ovulation. Et c'est des femmes qui ont un taux de stress très, très élevé. Donc, il y a ça aussi, ça joue. J'en parle dans le livre et je propose un petit questionnaire pour que chacune puisse faire le point sur comment elle se sent. Exact. Et tu en parles, voilà, des témoignages de ces deux athlètes de haut niveau. Il y a tout un aspect aussi mental. Sans ces sécrétions hormonales, on a dit les oestrogènes, ça génère quand même un grand sentiment de bien-être, de puissance aussi. Et la progestérone va permettre de se poser, d'être cool, de se détendre. Eh bien, si ce balai hormonal ne se fait pas, ça va beaucoup jouer sur les capacités émotionnelles, mentales, sur la façon dont on se sent. Et ça, c'est pas du tout à négliger, parce que c'est aussi un paramètre de performance. Ce qui veut dire aujourd'hui, quand tous les sujets que l'on a évoqués depuis maintenant 1 heure, Émilie, ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce que tu penses que les entraîneurs, hommes et femmes, ont pris conscience de ça, et quand ces personnes-là suivent une athlète, quel que soit le niveau, c'est intégré dans le plan d'entraînement. Là, je pense à la manière de s'entraîner qui, comme tu l'as dit, tu peux pas avoir tu copie-colles pas l'entraînement de Jean-Jacques qui a 35 ans à Marjolaine qui a 25 ans. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, est-ce qu'aujourd'hui, le pool d'entraîneurs, les entraîneurs aujourd'hui ont pris conscience de ça? Et est-ce qu'avant de donner un plan d'entraînement, chaque entraîneur essaie déjà de comprendre le cycle de la femme qu'il est en face de lui, pour justement lui dire, voilà, cette phase d'entraînement-là, ces intervalles, tu vas les faire à telle période, ce renforcement musculaire, tu vas le faire à telle période. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la relation sportive-entraîneur? J'ai déjà envie de te répondre que si ce livre que j'ai écrit, il sort en 2024, il n'y en a pas d'autres équivalents. Donc ça donne déjà une réponse. Si Juliana Antero, elle suit les athlètes pour les JO 2024, ça n'a pas été fait avant, c'est tout nouveau. Donc voilà, déjà, ça donne un élément de réponse. Ça donne une réponse, oui. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de... Comment dire? Il y a un bon élève, forcément. Il y a forcément des bons élèves, des des bons démarches élèves. personnelles, de gens qui sont vraiment intéressés. D'ailleurs, j'ai des retours. Moi, j'anime des conférences avec des coachs, des entraîneurs hommes, et j'ai des retours sur le livre de coachs qui ont lu le livre et qui trouvent ça très intéressant. Donc, je te rejoins, ce n'est pas un livre uniquement fait pour les femmes. Les choses changent. Je pense que là, j'ai l'impression que cet été, on a passé un gros cap avec ces JO paritaires et ce Tour de France féminin qui a été assez médiatisé. Et que là, et il y a beaucoup de femmes, enfin beaucoup, ça reste une minorité qui se sont aussi exprimées sur leur cycle. Ce qui est aujourd'hui de plus en plus pris en compte parce que c'est plus facile, c'est l'aspect règle. C'est déjà
c'est déjà top. C'est déjà top. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui demandent comment sont tes règles, indique-moi quand sont tes règles. Moi, j'utilise la plateforme Nolio et je vois qu'il y a marqué menstruation, on peut les ajouter. Exact. Mais le cycle, c'est pas que les règles. Le cycle, C'est c'est pas que les qu'est-ce qui se règles, tout à passe fait. voilà, entre une période de règles et les prochaines. Mais il se passe plein de choses, tu nous l'as expliqué, hein, entre ne serait-ce que les 3 hormones, il se passe plein de choses qui ont un impact sur la santé, sur l'humeur, sur la performance, sur l'énergie. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, quand on est entraîneur et qu'on doit coacher une femme, ça part de là. C'est comme quand tu fais un coaching sur la prépa mentale, tu rentres pas tout de suite dans des conseils ou tu vas pas dans plusieurs directions. Tu fais déjà un état des lieux quelque part avant de se projeter. Donc c'est bien que ça bouge, c'est bien que ça avance. Et pour compléter, donc bien sûr, c'est important que les entraîneurs soient informés, qu'ils soient formés. Mais ce qui est primordial, en fait, c'est que la femme le soit et qu'elle aille elle-même, personne ne pourra le faire à sa place, aller voir comment ça se passe à l'intérieur, qu'est-ce que son corps lui renvoie, elle seule le sait. Et ce livre, c'est vraiment une invitation à se responsabiliser dans sa santé, dans sa façon d'être, d'aller à la découverte de soi-même. Et tant que la femme pourra pas faire ça, le coach pourra pas le faire. C'est vraiment des expériences uniques, personnelles et personnalisées qu'il faut mettre en place. Donc, c'est des vraies questions aussi dans des sports collectifs. Mais C'est si vrai. la femme donne pas les éléments sur son ressenti, sur elle, quelle est sa fenêtre de performance maximale, c'est pas la même d'une femme à l'autre. Quand on a vu euh, bah, Marjolaine, par exemple, elle va performer, elle va se sentir bien pendant ses règles, alors que Manon, pendant ses règles, elle va pas, on va dire qu'elle va pas avoir de douleur parce que c'est pas normal d'avoir des douleurs et c'est vraiment pas souhaitable, mais elle va se sentir pas forcément à faire un effort maximal et à partir du 5e jour de son cycle, elle va être au top, alors que Marjolaine, qui elle aura eu de la testostérone pendant ses règles, un seul coup, elle a plus sa testostérone. Le jour 5 de son cycle, ça va peut-être être le pire jour de son cycle. C'est vraiment individualisé. C'est chacune qui sait. Les gens ne sont pas. C'est vrai que dans ce que tu me dis, je me dis que la marge de progression pour le sport féminin est juste énorme en fait. La marge de progression, elle est juste énorme. Et quel conseil, quelle astuce tu pourrais partager, tu pourrais transmettre, Émilie, à toutes les femmes qui nous écoutent. Ça peut être des conseils. Alors c'est vrai que tu nous disais qu'il y avait l'application Cyclogramme, c'est ça, au tout début, donc ou les astuces, ne serait-ce que vestimentaires. Quels conseils ou astuces tu pourrais partager aux femmes qui écoutent aujourd'hui? Bon, déjà, ce que je conseillerais aux femmes, j'ai quelques exemples dans mon livre à photocopier, mais c'est de se prendre une page blanche, se faire son petit calendrier et d'aller noter tout ce qu'on a envie de noter. C'est vraiment un journal de bord. Et commencer le premier jour de ses règles, ou pourquoi pas commencer aujourd'hui quand on écoute ce podcast. Mais comment je me sens à l'intérieur? Comment j'interagis avec les autres? Est-ce que je suis de bonne humeur sur le même effort par rapport au début de semaine ou la semaine dernière? Est-ce que j'ai l'impression que je me sens mieux? Est-ce que je me sens moins bien? Est-ce que j'ai des douleurs annexes? Est-ce que j'ai mal à la tête? Comment est mon transit? Tout un tas de choses, tout ce qui fait que tous les paramètres de bonne santé ou de moins bonne santé au quotidien. Et donc de regarder, de faire ça sur un cycle, de voir déjà est-ce que il y a des différences. Est-ce qu'il y a des jours que je peux entourer en vert parce qu'ils étaient top? Est-ce qu'il y a des jours que je peux dire, bah là, oh, c'était normal, j'ai rien vu de particulier. Mettre en gris, par exemple, et puis là, ces jours-là, c'était l'enfer, et les mettre en rouge. Le faire sur plusieurs cycles et se dire, ah, tiens, ça revient. Tiens, c'est marrant, ma migraine, là, je l'ai le deuxième jour de mon cycle. Ah, tiens, c'est marrant. Euh, j'ai mal au ventre tel jour, 3 jours avant mes règles. Oh, tiens, c'est marrant. Je sens que je suis inflammée au niveau des gencives à tel moment. Il y a une vraie écoute de son corps hein, quand même. Hein. Il y a une vraie écoute de son corps dans tous les petits détails notés. Et effectivement, comme dans toutes les applis de santé, c'est quelque chose qui doit se faire dans la durée. C'est pas ponctuel pour justement, avec le temps, avoir vraiment une image, on va dire, faire un zoom out et avoir vraiment une image un peu plus précise du fonctionnement. Et si les choses se répètent de mois en mois ou de semaine en semaine, ça va forcément donner des indications ou des directions.
C'est ça, puis c'est intéressant après d'aller voir ces professionnels de santé Bien et de leur sûr. montrer qu'on a regardé tout ça, ça peut beaucoup aider. Et puis, pas que ça ait l'air d'une charge mentale à ajouter, on fait ça au début, puis après, petit à petit, on n'a plus besoin de faire ça. Moi, je sais au jour le jour où j'en suis dans mon cycle, et pour moi, c'est primordial de le savoir. Si je ne sais pas où j'en suis, je suis perdue, c'est vraiment ma boussole. Bon, très intéressant. Et on arrive sur la fin de l'épisode, Émilie. Moi, j'aimerais savoir ce que tu dirais à une petite fille qui éventuellement écoute cet épisode aujourd'hui et qui a envie de se sentir bien dans son sport dans les années à venir. Qu'est-ce que tu lui dirais? Il faut qu'elle ait confiance en elle, euh, que ça, c'est hyper important, que son corps va changer. Et si j'étais auprès d'elle, je lui amènerais des éléments pour lui expliquer ce qui va se passer et voir comment on peut célébrer aussi ce passage à la vie de femme quand elle sera, parce que dans certaines cultures, hein, c'est plutôt vu comme quelque chose de très, très positif. Hein. Et, et d'essayer de trouver, voilà, c'est assez complexe, mais les bons interlocuteurs pour pouvoir parler de ça, que ça ne devienne pas un tabou. Il y a aussi des choses qui sont mises en place à l'étranger, je pense en Suisse. Je crois qu'il y a certaines femmes maintenant qui proposent ça. En France, ça s'appelle le cyclo-show. C'est un spectacle sur une après-midi. On vient avec sa maman, on vient avec son papa, on vient avec sa marraine. Et c'est un spectacle vivant qui explique tout le fonctionnement du cycle et tout ce qui se passe. Sans que ça soit lié à la sexualité ou à la contraception, mais vraiment au fonctionnement. Et ça, c'est hyper beau et ça donnera confiance dans son corps et voilà, lui faire comprendre que c'est un élément de sa santé et que c'est surtout une force, que c'est vraiment une force, que c'est pas quelque chose qu'on doit subir. Et si on arrive à changer ça dès l'adolescence, dès la prépuberté, ce serait vraiment génial. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode aura permis de faire bouger un peu plus les lignes. Moi, je vous invite à partager cet épisode un maximum si vous l'avez écouté. Un petit WhatsApp, on peut vite partager un épisode via différents liens sur les réseaux sociaux. Un grand merci à toi, Émilie, pour ta disponibilité, ton temps, toutes ces explications qui sont hyper intéressantes. Je pense que dans les mois ou dans les années à venir, on aura l'occasion à nouveau d'échanger sur un épisode, puisque d'après tout ce que tu m'as dit, ça m'a donné quelques idées et quelques sujets pour les mois ou les années à venir. Donc on aura probablement l'occasion de se croiser à nouveau. Et puis un grand merci, voilà, un grand merci pour ce que tu fais pour le sport féminin à travers ce livre. Et puis on te souhaite tout le meilleur pour ton échéance à venir. Merci, merci, merci beaucoup. Je suis très heureuse d'avoir passé ce moment ensemble. C'était vraiment hyper intéressant. Et merci pour la place que tu donnes au livre. Merci pour ce que tu fais également. Mais c'est normal, c'est normal. Merci Émilie, puis tout le meilleur et à très bientôt. À très bientôt, Arnaud.